Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Jeux de Rome, l'émission dans laquelle je vous présente un de mes jeux. Aujourd'hui, je vous présente la version papier d'Ex Nihilo, jeu de création de cartes de monde et d'histoire. Dans Ex Nihilo, vous incarnez une stéphière, un demi-dieu ou une demi-déesse au service d'un monde. Ce monde va être symbolisé par 36 cartes. Sur ces cartes vont figurer des objets, des concepts, des lieux, des personnages liés à ce monde. Ainsi par exemple, si vous êtes la stéphière de l'Empire romain, vous allez sans doute vouloir avoir une carte qui s'appelle arène, une carte qui s'appelle gladiateur, une carte qui s'appelle glaive, etc., etc. Ex Nihilo est donc ensuite un jeu à la croisée des chemins entre le Trading Cards Games, le jeu à jouer et à collectionner du type Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Lorcana, et un jeu de rôle. Parce qu'à chaque fois que vous allez jouer une carte de votre paquet, vous allez la mettre en relation avec une carte du paquet de l'adversaire. Et ce faisant, vous allez raconter d'une phrase une petite histoire. Ainsi, par exemple, si vous jouez la carte glaive sur la carte gladiateur, vous allez raconter le gladiateur se saisit du glaive. Comme son nom l'indique, Ex Nihilo est un jeu dans lequel vous créez vos cartes ex nihilo. La version papier est composée des règles du jeu qui vous expliquent comment créer vos cartes et comment jouer les parties, d'un résumé des règles du jeu, des billes dont on va voir tout à l'heure qu'il s'agit de la façon de poser vos cartes, un petit peu les manas si vous voulez, un petit peu comme dans Magic, un guide de création de monde, les cartes des 9 objectifs que le jeu propose de réaliser, et 2 paquets préconstruits pour ne pas que vous ayez à construire ex nihilo immédiatement toutes les cartes tout seul. Les cartes sont composées de 3 éléments. Un coup temporel, le nom de la carte et un texte d'ambiance. Commençons par le coup temporel. Le coup temporel peut aller de 1 à 3. Une carte qui coûte 1 est une carte très éphémère, très rapide. Un coup de couteau, c'est une carte qui te coûte 1. Une carte qui coûte 2, ça va être plutôt quelque chose qui va de 10 ans à 100 ans. Ça peut être un petit arbre, un arbuste, ça peut être un individu, évidemment. Et enfin, une carte à 3 temps, c'est une carte millénaire, une carte ancestrale, une carte séculaire. Je reprends mon exemple de Rome tout à l'heure. Si je veux créer un glaive, ça va plutôt être une carte à 1 temps. Un coup de glaive, une carte à 1 temps aussi. Un gladiateur, ça va plutôt être une carte à 2 temps. Un sénateur, plutôt une carte à 2 temps également. Mais les règles, les lois du forum romain, par exemple, ça va être une carte à 3 temps. Ou la colline sur laquelle se trouve la ville principale de notre empire, eh bien ça va être également une carte à 3 temps. Les cartes ont donc un coup temporel qui va de 1 à 3, mais ce coup temporel est composé de temps dont la nature peut être très différente. Il existe 4 natures de temps différentes. La première nature est la nature incarnée par les billes rouges, il s'agit du temps de sang. Le temps de sang, ce sont toutes les créatures faites de chair et de sang. Les temps de sève sont toutes les choses constituées de sève, les arbres et même les champignons. Les temps d'encre sont des constructions intellectuelles, des constructions mentales, des fabrications manuelles. Donc ça peut être des meubles, ça peut être des livres, ça peut être des concepts, des lois, etc., des règles. Les temps des larmes, incarnés par des billes transparentes, ce sont des temps de souffrance, d'affliction, de peine. Les maladies, la douleur, ce sont des temps de larmes. Une fois qu'on a compris ça, on a compris comment se génère une carte. Et on va pouvoir regarder par exemple cette carte-ci. Ici, donc, on a la carte de Brahms, cultivateur zélé. Comme on peut le constater, cette carte est composée d'un temps de sève et d'un temps de sang. Normal, c'est un temps de sang parce qu'il s'agit d'un cultivateur, donc d'un être humain. Un temps de sève parce que justement, il travaille dans le monde agricole et donc il peut générer des plantes. Et puis, il est composé de 2 temps parce qu'il s'agit d'un individu humanoïde qui doit pouvoir vivre environ jusqu'à 100 ans. Le pan, par exemple, lui, il n'est composé que d'un temps de sang. Il s'agit d'une petite créature qui ne peut pas vivre bien longtemps. Ou alors, il s'agit d'un jeune pan. Chaque tour, chaque joueur reçoit 3 temps pour jouer ses cartes. Donc, il peut par exemple jouer une carte à 1 temps, nommée le pan, et une carte à 2 temps, nommée Brahms, le cultivateur zélé, en plaçant sur elle un temps de sève et un temps de sang. Ici donc, mon tour est terminé, puisque j'ai joué un pan, et j'ai joué Brahms, cultivateur zélé. Au début de la partie, les petits temps là, chaque joueur les reçoit. Chacun va recevoir un nombre de temps au début de la partie qui va lui permettre de jouer ses cartes.
Quand je joue Brahms le cultivateur zélé, si j'ai joué le pan juste avant, je vais pouvoir mettre Brahms le cultivateur zélé en contact avec le pan. Quand je fais ça, je vais pouvoir décrire d'une phrase comment Brahms le cultivateur zélé et le pan sont liés l'un à l'autre. Par exemple, je vais pouvoir décrire que Brahms le cultivateur zélé a dans sa propriété un pan. Et c'est la même chose pour mon adversaire. Par exemple, ici, j'ai une carte qui s'appelle l'attaque de la bête. Et ici, une carte qui s'appelle le hurlement nocturne. Toutes deux faites d'un temps de larmes. Si mon adversaire veut prendre le pan et Brahms pour cible, il pourrait par exemple jouer l'attaque de la bête pour une larme sur le pan. Donc, lorsqu'il joue l'attaque de la bête, il place un temps de larme dessus et il met en relation le pan avec l'attaque de la bête. Il décrit alors comment la bête attaque le pan. Nuitamment, tandis que le pan est en train de manger ses petites graines, la bête attaque. Les cartes sont en relation et mon adversaire a décrit une histoire en lien avec l'attaque de la bête. S'il veut jouer le hurlement nocturne pour un temps de larmes, il peut le jouer sur Brahms, cultivateur zélé, en disant par exemple, en décrivant comment Brahms, alors qu'il voit son pan se faire attaquer, se met à hurler nuitamment, ou bien alors le jouer tout simplement sur l'attaque de la bête en décrivant comment la bête attaque en hurlant. Mais il peut aussi faire les deux, car en effet, s'il joue le hurlement nocturne sur Brahms, cultivateur zélé, eh bien vous voyez qu'il met la carte en connexion avec Brahms et l'attaque de la bête ici. Et donc il peut avoir deux phrases du coup. Il peut dire comment Brahms, cultivateur zélé, se met à hurler nuitamment, et comment en attaquant, la bête elle aussi se met à hurler. Même mon adversaire aurait pu tout aussi bien jouer le hurlement nocturne sur le pan, et décrire comment c'est le pan qui se met à hurler, alors qu'il est attaqué par la bête. Vous voyez qu'en fonction de la position que vous donnez à vos cartes, vous pouvez raconter des éléments différents, et en fonction des noms des cartes, vous pouvez aussi raconter des choses différentes. Au début de la partie, chaque joueur, chaque joueuse reçoit un objectif qu'il peut accomplir de deux façons. Une façon dite narrative et une façon dite ludique. Ici par exemple, l'Apocalypse. L'Apocalypse se gagne de façon narrative en racontant comment des constructions se retournent finalement contre le constructeur. Par exemple, dans Terminator. Dans Terminator, on a des machines qui ont été créées par des humains, et ces machines se retournent contre ces humains. Ainsi, en posant ces cartes, si on veut jouer l'Apocalypse de façon narrative, on va devoir raconter comment les constructions dévorent les constructeurs. Mais on peut aussi gagner cet objectif de façon ludique, en faisant en sorte qu'à la fin de la partie, les temps qui dominent sur le jeu soient les temps d'encre et de larmes. Regardons par exemple ici ce petit exemple de partie que je vous ai mis tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qui domine? Les temps de sang et les temps de larmes. Donc ici, ce qui dominerait plutôt, c'est l'objectif intitulé l'industrie. C'est un objectif de temps, de larmes et de sang. Au cours de la partie, vous allez pouvoir déclencher des rapports de force entre les cartes liées. Les rapports de force se résument comme ceci. Le sang cultive la sève détériore les encres apaisent les larmes, et les larmes affectent le sang. C'est logique. Les créatures de sang cultivent les blés et la végétation, elle va affecter les livres et les constructions, les fabrications, elle fait rouiller le métal, etc., les machines. Les machines, elles, nous permettent de souffrir moins en nous aidant à faire les différentes tâches. Quant aux souffrances et aux maladies, il est évident qu'elles s'appliquent aux créatures faites de chair et de sang. Grâce à ces liens entre les cartes, on va pouvoir déclencher des rapports de force. On va pouvoir faire en sorte que les cartes s'attaquent entre elles. Par exemple ici, si le hurlement nocturne déclenche un rapport de force avec le pan, on a une carte avec un temps de larmes qui attaque une carte avec un temps de sang. En cas d'égalité, étant donné que les larmes affectent le sang, du coup, les larmes vont l'emporter sur le sang. Ça va permettre à mon adversaire qui a joué le hurlement nocturne de déclencher un rapport de force entre ces deux cartes et de se saisir du temps de sang. Concrètement ici, le pan n'a plus de sang. Et donc, du coup, comme il n'a plus de temps, on dit alors que son temps est révolu. Il quitte le champ de bataille et regagne la défausse de son propriétaire. C'est comme ça qu'on peut attaquer les cartes de son adversaire. C'est comme ça qu'on peut s'emparer de ses temps et ainsi de favoriser son objectif par rapport à celui de l'autre. On voit ici par exemple dans l'état de la partie que ce n'est plus l'industrie qui domine, mais la ruine qui est l'objectif dont le but est d'obtenir une majorité de temps de larmes sur le champ de bataille. En déclenchant des rapports de force et en reliant les cartes les unes aux autres, vous racontez une histoire et en même temps, vous faites avancer votre objectif sur le champ de bataille, sur les cartes entre elles.
Il existe 9 objectifs d'Ex Nihilo, et ces objectifs vont être tirés au hasard par chaque joueur-joueuse au début de la partie. À la fin de la partie, si vos adversaires ou votre adversaire a deviné l'objectif que vous jouez, il va gagner des points. Donc, si vous jouez de façon trop obvious, de façon trop évidente, si vous ne jouez pas de façon subtile, votre adversaire va gagner des points. Vous devez donc jouer suffisamment intelligemment pour qu'on ait l'impression que votre objectif soit gagnant à la fin de la partie, mais de façon suffisamment subtile pour que les autres joueurs ne devinent pas quel était votre objectif pendant toute la partie. À ce titre, vous avez plusieurs façons de bluffer. Par exemple, sur les billes. Faire croire à votre adversaire que votre rôle est d'éliminer par exemple toutes les billes de sang pour lui faire croire que vous jouez l'Apocalypse par exemple. Et en fait, vous jouez la ruine. Vous pouvez bluffer à différents niveaux de jeu, soit au niveau ludique, soit au niveau narratif. Et c'est là qu'Ex Nihilo devient un jeu extrêmement complexe, extrêmement subtil, à la fois stratégique par la position des cartes, un espèce de jeu de billes, un espèce de jeu de Shifumi, où il faut placer ses cartes au bon endroit, les protéger les cartes qui sont très importantes pour nous, et inversement mettre en danger celles qu'on veut que l'adversaire prenne, de façon à aller dans le sens de son objectif, mais en même temps être suffisamment subtil dans sa narration et dans la façon de poser ses cartes pour que l'adversaire ne devine pas complètement ce qu'on est en train de jouer. Mise bout à bout, ces règles produisent une étrange sensation. À la fin d'une partie d'Ex Nihilo, on a l'impression d'avoir fait un tableau impressionniste avec des toutes petites taches d'encre, de faire deviner l'objectif qui était le nôtre, mais sans que ce soit évident. On a l'impression d'avoir fait un espèce de poème dans lequel, par métaphore, on a essayé d'introduire des thématiques de notre objectif, mais sans dire explicitement que c'était ces thématiques-là qu'on cherchait à aborder. Et donc, le jeu crée des parties et des fictions très surprenantes, très étonnantes. Vous n'avez jamais joué à un jeu comme Ex Nihilo. Je galère à expliquer ce jeu. Il est extrêmement difficile à expliquer. C'est un nulni, c'est un objet ludique non identifié. Si vous aimez les expériences de jeux de société, de jeux de rôle qui sortent du lot, qui sortent du commun, pour 36 € sur la boutique romaricbriand.fr, vous avez les règles, un guide de création de monde, 2 mondes préconstruits. Vous pouvez jouer immédiatement grâce aux billes qui sont fournies avec le jeu, le dépliant qui vous aide à mieux comprendre les règles. C'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Il est très méconnu, mais franchement, testez-le vraiment. C'est une expérience unique en son genre. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien et surtout testez Ex Nihilo. Vraiment, testez-le. Merci, à bientôt.